La vidéo de cette semaine sur comment juger un combat de MMA a vraiment bien plu et pourtant je suis passé très rapidement au travers des critères et tout ce qui s'ensuit. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo plus précise, plus détaillée sur ces critères. Alors, premier point très important à souligner avant de me lancer dedans, je suis pas juge moi-même, j'ai pas eu les formations ni quoi que ce soit. Par contre, j'ai accès, comme tout le monde au final, aux critères de juge en anglais. Ils sont assez libres en termes d'interprétation. Donc j'ai traduit ça en français selon mes interprétations. Et alors un point très important, c'est je vais pas spécialement donner mon opinion là-dessus. Ça, c'est vraiment ce qui a marqué dans le fichier qui est disponible à tous. Et alors pour aller plus loin encore dans le détail, j'ai prévu ce mardi soir un live avec celui que beaucoup connaissent sous le pseudo Shadow Ludo Kang. On va faire un live sur Instagram, donc profitez-en pour me suivre, Chris Genacht, et on va discuter justement de ça. Lui est bien plus formé que moi par rapport à ça, donc il va pouvoir répondre à vos questions. Donc s'il y a des questions, mettez-les en commentaire, je vais les utiliser pour mardi. Mardi, on fait le live. Si vous n'êtes pas disponible, c'est pas un souci, je mettrai la vidéo sur ma chaîne YouTube après. Donc en fait, pour avoir un maximum d'informations avant de faire la vidéo, évidemment, et le live avec lui, je me suis renseigné un maximum moi-même. Et pour que mardi, ce soit le plus efficace que possible, je fais cette vidéo que je rends disponible maintenant, comme ça tout le monde peut rentrer dans ce live avec une base de connaissances que Ludo va nous approfondir. Alors, ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment ce que moi j'ai traduit. Alors, c'est pas un très beau français parce que j'ai essayé de me rapprocher un maximum de ce qu'il y avait écrit en anglais dans le fichier duquel j'avais déjà parlé, c'était lundi ou mardi, lors de ma dernière vidéo pour un peu discuter du combat de Morgan et de Donovan. On va passer en revue de ce fichier ensemble et alors j'ai un peu détaillé comment moi j'interprète ce qui est écrit dedans. Et je pense que ça peut être très très intéressant pour les juges, évidemment pour les juges, mais ils le connaissent déjà, surtout pour les athlètes, pour les coachs, et même pour les fans. Ça permet de bien comprendre comment un combat est jugé et quand il va à la décision, qui a priori a l'avantage. Honnêtement, en parcourant en détail ce fichier, j'ai appris énormément de choses et je m'attends à en apprendre encore plus mardi lors du live avec Shadow Ludo. Donc, le premier point pour moi, je vais le traduire par compréhension prérequise. C'est la base que très peu de gens connaissent et que même moi, je ne connaissais pas jusqu'au week-end passé. Donc, je l'ai traduit comme ça. Juger un combat de mixed martial arts, se focus, il y a quand même des mots en anglais, mais j'aime bien garder certains mots pour bien qu'on comprenne d'où vient la logique. Donc, juger un combat de MMA se focus ou se concentre sur les résultats d'une action plutôt que sur l'action elle-même. Alors, comment moi est-ce que j'interprète ça? C'est que un jab qui provoque un knockdown va avoir beaucoup plus de valeur qu'un spinning wheel kick qui touche, mais dont l'adversaire qui encaisse ça ne tombe pas, ne bronche pas, etc. Alors, l'action de spinning wheel kick est beaucoup plus beau, beaucoup plus technique, beaucoup plus compliqué à placer en combat. Par contre, si ça fait aucun damage, un jab qui provoque un knockdown aura plus de poids dans la façon de juger ce round dans lequel les deux actions se sont produites, par exemple. Deuxième point qui est très important de comprendre avant qu'on passe au travers des critères, c'est qu'il est important de comprendre que les critères sont utilisés dans un ordre spécifique. Tout ce qui est en gras, c'est aussi en gras dans le fichier de base écrit en anglais. La condition sine qua non pour passer d'un critère au suivant est que le précédent soit considéré comme une égalité parfaite selon l'évaluation des juges. Donc ça, j'en avais déjà parlé, je le répète ici parce que c'est primordial à comprendre, vraiment, vraiment. Je pense que les Anglais le comprennent bien parce que la façon dont le décrit l'UFC, c'est assez compréhensible. Par contre, quand on traduit de l'anglais vers le français, on avait l'impression que tous les critères étaient considérés dans la décision, mais avec des poids différents, avec des valeurs différentes. Alors que non, en fait, on prend le premier critère, qu'on va voir juste après, et si il y a une différence dans ce premier critère, on s'arrête là et on juge le round sur base de ce premier critère. Si on considère que le premier critère est à 100% égalité, là on se repose sur le deuxième et on va évaluer le deuxième uniquement. Si dans le premier critère, il n'y a pas de différence, mais dans le deuxième, il y a une différence, on aura un 19.
Si maintenant on considère que le premier critère, les deux athlètes sont à égalité, le deuxième critère également, c'est seulement à ce moment-là qu'on va aller voir dans le troisième critère. Si là il y a une différence, on a un 19. S'il n'y a pas de différence, on a un rarissime 10-10, une rarissime égalité. C'est très 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 rare. Et il le précise bien dans ce fichier. Donc, maintenant que ça c'est bien compris, on va passer au travers des critères d'abord par ordre de priorité. Donc le premier, j'ai pas voulu le traduire. Effective striking / grappling. Donc là, ce qu'il y a d'important déjà dans le titre, c'est de comprendre que le striking et le grappling, il n'y en a pas un qui a plus de poids. Ok, on va pas plus noter le pied-point que le grappling. Ce qui représente déjà une difficulté parce que quand on a un round avec 2 minutes de pied-point et 3 minutes de grappling, comment comparer vraiment l'efficacité qu'il y a eu dans un aspect du jeu et de l'autre? Ok. Peu importe, je vais continuer la lecture. Donc, qu'est-ce qui est considéré comme effective grappling / striking / grappling? Il s'agit des techniques légales. Bon, c'est toujours important de le préciser, mais évidemment, s'il y a un coup de boule, on va parler de ça parce qu'il y en a eu au Cage Warriors la semaine passée, on va pas considérer ça comme une technique et on va pas en tenir compte dans l'évaluation du round. Ça paraît logique, mais autant le rappeler. Donc, il s'agit des techniques légales qui ont un impact soit immédiat, soit cumulatif et qui peuvent potentiellement contribuer à la fin du combat. Quelle est la différence entre un impact immédiat et cumulatif? C'est très simple. Une frappe qui fait un dégât directement et on le voit, l'autre est sonné, c'est considéré comme immédiat. Cumulatif, c'est Nate Diaz, Max Holloway, c'est la répétition de coups qui provoquent des dommages qui peuvent mener à la fin du combat. Mais aussi, donc à pied d'égalité, le succès dans l'exécution de takedown, de tentatives de soumission, de renversement et la prise de position dominante qui permettent de produire des impacts immédiats ou cumulatifs vers la fin du combat. C'est une longue phrase. Pour résumer, et ce qui est très très important, c'est la fin ici, qui permettent de produire des impacts immédiats ou cumulatifs vers la fin du combat. Donc encore une fois, et on va le revoir plus tard aussi, une prise de position sans dégâts, une prise de position sans rien produire derrière, ne sera pas considérée comme du effective striking / grappling. Il faut qu'il y ait des actions, il faut qu'il y ait un résultat, comme on le disait ici au-dessus, il faut qu'il y ait un résultat sur l'action. Donc le succès de l'exécution de takedown, de tentative de soumission, de renversement et une prise de position dominante, c'est considéré comme du effective grappling, surtout et principalement, voire même exclusivement, quand on produit des impacts par derrière, que ce soit immédiat ou cumulatif. On précise bien que l'impact immédiat pèsera davantage que les impacts cumulés. Donc, 3, 4, 5 jabs qui font pas gros dégâts, ce sera considéré comme du cumulatif. Par contre, un direct qui provoque un knockdown, encore une fois, ça pèsera plus dans la balance que 5 jabs qui ont touché, mais qui n'ont pas provoqué de knockdown, par exemple, ou qui n'ont pas sonné l'adversaire. C'est comme ça que moi pardon pour le micro, je sais pas si ça a fait du bruit. C'est comme ça que moi je l'interprète. Il est important de noter qu'un takedown réussi sera simplement considéré comme un changement de position et non comme une attaque. Donc là, j'en ai déjà parlé dans le deuxième paragraphe, mais on va le rappeler. Donc un takedown, ça n'a aucun poids, ça n'a quasi aucun poids pour un juge quand il évalue le round. Ça a du poids seulement s'il y a une attaque par derrière. C'est un changement de direction dans le combat, ça va permettre à l'athlète qui fait le takedown de se mettre dans une position où il peut attaquer. Mais c'est les attaques qui suivent qui vont vraiment être considérées. Le takedown suivi d'un contrôle au sol, c'est pas dans le critère 1, ce sera dans le critère 3. On va y venir plus tard. J'aime beaucoup la ligne d'après, donc l'avant-dernier paragraphe ici. Je l'aime beaucoup et j'ai l'impression, donc ça c'est mon opinion seulement, j'ai l'impression que les juges à l'UFC et dans beaucoup de promotions ne tiennent pas beaucoup en compte cette phrase et pourtant j'aimerais vraiment qu'elle soit considérée à 100%. La position au-dessus ou en dessous a moins d'importance que les résultats des actions des athlètes. Donc ça, je vais prendre un exemple très simple. Si celui qui est pour l'instant, on voit celui qui est au-dessus comme étant en contrôle. Et généralement, on se dit, ok, si quelqu'un passe 3 minutes au-dessus de son adversaire, même dans la garde, on va considérer que c'est lui qui prend ces 3 minutes, qui gagne ces 3 minutes. Pourtant, si on lit bien cette phrase, si celui qui est au-dessus, il est juste dans la garde, en train de bloquer, etc., et que celui qui est en dessous, il met des coudes, il met des petits hammer fists, il tente des soumissions, c'est celui en dessous qui doit gagner ces 3 minutes. Et ça, c'est très important,
Mais j'ai pas l'impression, j'ai encore l'impression que, vu d'où on vient, par rapport au jugement des rangs de MMA, les juges sont encore un peu frileux de vraiment considérer ce critère. Pourtant, il est écrit. Pourtant, il est écrit. Donc, pour moi, ça, c'est très important. Dernier paragraphe de ce critère, et on le rappelle simplement, ce critère sera le facteur décisif dans la majorité des rounds et des combats. Les deux critères qui suivent ils doivent être considérés comme des backups. Le critère qui arrive, effective aggressiveness, ne sera utilisé que si celui-ci, effective striking/grappling, est à 100% à égalité. Donc, ce critère, c'est ce qu'on regarde en premier et quasi exclusivement, parce que ça va être très rare qu'on rentre dans le deuxième critère. Si tout ce que je viens d'expliquer, effective striking/grappling, est considéré comme égalité par le juge, alors il va commencer à réfléchir au deuxième. Le deuxième critère, effective aggressiveness, très simple à définir. C'est démontrer la volonté et démontrer des intentions de finir le combat. Le mot-clé ici est effectif. Donc courir après un adversaire sans résultat effectif ni impact n'aura pas d'influence sur l'évaluation des juges. Donc ici, on considère vraiment celui qui a un body language ou qui a une attitude qui montre qu'il est à la recherche de la fin du combat. Donc il est vraiment offensif. C'est celui qui sera peut-être le plus offensif, le plus puissant dans ses attaques, ou en tout cas celui qui cherchera vraiment à finaliser. Même en grappling, cela se traduit par celui qui tente potentiellement le plus de soumission ou qui tente le plus de frappes au sol, même s'il est en dessous. Okay, donc c'est vraiment une question d'attitude ici, d'intention. Finalement, on rappelle que ce critère ne se cumule pas au précédent, donc quelqu'un qui est super agressif, qui veut absolument finir le combat, et qui frappe, mais dans le vent, et que l'autre, il est juste en train de courir, toucher avec un jab, sans la moindre intention de finaliser, c'est quand même celui qui court en mettant quelques jabs qui va gagner le round, parce que c'est lui qui est effectif dans son striking, c'est lui qui touche. Maintenant, évidemment, si l'agresseur il touche fort, ben, ça se combine parce que toucher fort, ça met de l'impact et du coup, ça rentre aussi dans le premier critère. Mais l'agressivité sans dégâts, sans toucher, ça sert à rien, sauf si les deux juges considèrent qu'il y a une égalité. L'égalité dans le premier round, j'aime toujours le voir comme dans les rounds où il y a peu d'action. Quand il y a beaucoup d'action, c'est difficile de dire que c'est une égalité. Quand il y a peu d'action, on peut dire, ok, ils sont touchés 3 fois chacun, je passe au deuxième. Ok, donc si le premier critère, c'est égalité, si le deuxième critère, en plus, c'est également égalité, on va voir le troisième critère, Fighting Area Control. Le contrôle de la zone de combat se juge sur base de celui qui a la main mise sur le rythme, sur la direction ou le lieu, et sur les positions pendant le round. Donc ici, c'est là où on va dire, généralement, celui qui met la pression, celui qui a le centre de la cage, c'est celui qui contrôle le fighting area, la zone de combat. Pareil, s'il y en a un qui tente 15 amenés au sol et que les 15 sont défendus, celui qui a défendu les 15, c'est celui qui gère la direction, le lieu où se passe le combat. Si tu défends 15 amenés au sol, c'est que tu as envie que ça reste debout, et si du coup ça reste debout pendant tout le round et qu'en plus de ça, tu as plus le centre de la cage, bah, c'est toi qui domine la direction du combat. Et les positions, évidemment, si ça va au sol, là, c'est celui qui est au-dessus qui est considéré comme dominant. Si c'est le grappling à la cage, c'est celui qui met la pression à son adversaire contre la cage qui sera considéré comme en contrôle. Mais ici, c'est écrit, un juge n'aura besoin de se reposer sur ce critère que dans des cas extrêmement rares. C'est très clair, quand on essaie de penser à tous les combats, à tous les rounds qu'on a vus, c'est extrêmement rare qu'on ait une égalité dans le premier critère et en plus de ça, dans les intentions de finaliser un combat et qu'on doive se reposer sur qui a le centre du combat. Et c'est vrai que moi, très souvent, avant, quand je regardais des combats et que ça me semblait assez équilibré, j'allais dire, ok, bah, comme les deux premiers critères sont assez équilibrés, je vais aller voir le troisième et finalement, il y en a un qui a beaucoup plus dominé, qui a vraiment gardé le centre et c'est lui qui doit gagner. Non, parce que si c'était équilibré, mais qu'il y avait 2-3 techniques en plus pour un des deux, c'est lui qui doit gagner. On doit même pas aller voir dans ce critère. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais je pense que c'est vraiment une notion à bien comprendre. Ok, donc maintenant que on a plus de compréhension et plus de détails sur les 3 critères à considérer par ordre spécifique, on va passer aux différents scores. Ok, donc ça c'est noté vraiment dans le fichier ici. Le 10-10, qui est extrêmement rare, on est d'accord. Le 10-10 arrive quand il n'y a aucune
différence ou avantage entre les athlètes, ni dans le critère 1, ni ensuite dans le critère 2, ni ensuite dans le critère 3. Ce 10-10 doit être extrêmement rare et ne peut pas être utilisé comme une excuse lorsqu'un juge est incapable de voir les différences au cours du round. Ça, je pense qu'ils l'ont écrit vraiment pour pas que les juges se reposent sur « Ok, j'ai pas envie de me casser la tête, je mets un 10-10 ». C'est pour les pousser à être super attentifs, à voir des différences dans le premier critère ou dans le deuxième ou dans le troisième au besoin et vraiment éviter le 10-10. D'ailleurs, je pense qu'à l'UFC, il n'y a jamais eu un 10-10. Je vais peut-être me renseigner là-dessus, mais récemment, en tout cas, pas dans mes souvenirs. Ce score est cependant nécessaire comme possibilité pour un juge, surtout lorsqu'un round est interrompu. Quand un round est interrompu, on va plus souvent voir des 10-10. Il est évidemment possible qu'à la fin d'un round de 3 ou 5 minutes, les deux athlètes aient exactement le même impact, la même efficacité et la même compétition générale. Mais c'est très peu probable, évidemment. S'il y a la moindre différence, le 10-10 sera évité. Donc, encore une fois, je vais revenir là-dessus. Je pense qu'un 10-10, ça va plutôt arriver quand un round a peu de volume, il y a peu d'échanges et qu'on sait facilement dire, ok, bah, lui, il a touché 3 fois, lui, il a touché 3 fois. Les impacts avaient exactement la même force. Il n'y en a pas un des deux qui a été plus sonné que l'autre. En plus de ça, bah, il n'y a personne qui cherchait spécialement le finish. Okay, il n'y avait pas d'agressivité. Quand il ratait une frappe, c'était une frappe comme l'autre le ratait. Il n'y avait pas de tentative d'amener au sol, donc il n'y a personne qui a voulu changer la direction. Et en plus de ça, il n'y a personne qui prenait le contrôle. Il n'y a personne qui avait vraiment une gestion de l'espace. Ça peut arriver, mais comme je le dis, des différences, on sait toujours dire, mettre un petit argument en disant, ouais, lui quand même, sur les 3 frappes, le crochet était un peu plus fort que les 3 frappes de l'autre, donc je vais lui donner le round. C'est vraiment comme ça qu'un juge doit réfléchir, je pense. Enfin bon, le 10-10 c'est présent. Le 19. Le 19 est utilisé lorsqu'un athlète gagne le round de justesse. Et ça, ce sera mon opinion. C'est assez marrant parce qu'il l'écrit vraiment comme ça. Le 19, c'est de justesse, et je vais un peu aller plus loin. Le 18 survient lorsqu'un athlète gagne largement le round. Et ça, c'est un des gros défauts, selon moi. Encore une fois, c'est que mon opinion. C'est qu'on peut avoir des 19 où c'est serré, et alors on doit aller dire, ok, lui, il a mis un jab en plus, je lui donne le round. Et alors, des fois, on a des 19 où tu dis, bah, c'est clairement pour lui, j'hésite même à mettre un 18, mais le 18, il faut quand même beaucoup, donc je laisse le 19. Et donc, on peut avoir, sur 5 rounds, on peut avoir un gars qui a 2 19, mais clair de chez clair, et puis l'autre, il a 3 mini 19, et puis il va gagner 48-47, alors que si on regarde le combat dans son ensemble, on va plutôt donner à celui qui a clairement gagné 2 rounds. Peu importe, ça c'est juste mon opinion, mais c'est assez marrant que même dans ce qui est écrit ici, on se rend compte que bah, pour passer d'un 19 à un 18, il faut quand même un gros écart, et du coup, le 19, il y a la légère domination, tu as presque envie de mettre un 10-10, et puis tu dis 19 pour lui, et ça va jusqu'à, ouais, ok, je peux me relax, ce round-là, il est sûr et certain à 19 pour un gars. Soit. Donc, deuxième paragraphe. Il s'agit du score le plus utilisé par les juges. Si, durant le round, le juge voit un athlète envoyer les meilleures frappes ou utilise le meilleur grappling, le grappling le plus effectif, même s'il s'agit d'une seule technique, et il l'écrive en gras, de différence avec l'adversaire, le juge accordera un 19 ou moins au vainqueur du round. Donc 10 points pour le vainqueur, 9 ou moins pour celui jugé perdant du round. Donc ça, je vais vraiment insister là-dessus, même s'il s'agit d'une seule technique. Donc on force vraiment, on pousse les juges à vouloir différencier, même s'il s'agit d'un petit détail dans le round. C'est impératif pour un juge de comprendre que le 9 n'est pas le score à attribuer automatiquement au perdant du round, il doit considérer plusieurs points. Était-il engagé dans des actions offensives pendant le round? Avait-il une attitude montrant une volonté de gagner le round, ou se contentait-il de survivre les actions offensives de son adversaire? Ce point-là est très important, et on va en parler dans le 18 juste après. Mais retenez juste ce que je viens de dire, ces deux questions-là. Parce que moi, ça c'est quelque chose que j'ai appris. Vraiment, il y a une phrase qui est noté 2 fois, je pense, dans ce document, qui change un peu la vision, en fait. Finalement, un 19 peut refléter un round très serré ou un round avec une domination légère, / avec un avantage d'impact minime. Donc, ils insistent vraiment sur le côté léger, minime, de justesse, serré. Ce qui est assez bizarre, parce que, pour moi, comme je le comprends, on devrait vraiment avoir le 19, c'est quand c'est très serré, le 18, c'est quand c'est clair, et le 18 actuel, quand il y a une vraie différence.
Donc pour moi, il devrait y avoir un 19,5 dans le tas, mais pour moi, il y a un gap vraiment entre le 19 actuellement et le 18 actuellement. Ça va peut-être changer avec le temps, on verra. Mais pour le moment, comme je dis, j'ai juste traduit, c'est comme ça que c'est ça la réalité. Donc si vous voulez améliorer la qualité de vos athlètes dans un combat, ou si tu as un combattant de t'améliorer quand tu vas souvent à la décision, c'est avec ces datas-là, ces informations-là, c'est sur ces informations-là que tu dois te baser. Ok, on passe au 18. Le 18, donc ça j'ai déjà lu, le 18 revient lorsqu'un athlète gagne largement le round. Ce score est absolument nécessaire pour l'évolution du sport et la justice envers les athlètes. Il n'est pas nécessaire de dominer les 3 ou 5 minutes d'un round pour qu'un athlète se voit attribuer un 18. Il sera utilisé lorsqu'un juge voit des actions visibles de la part d'un des deux athlètes. Un juge donnera toujours un 18 quand il considère qu'un athlète a dominé l'action pendant une certaine durée et a provoqué des impacts grâce à du striking effectif et ou du grappling effectif qui ont diminué les capacités de l'adversaire. Alors c'est une super longue phrase. Pour moi, il y a 4 points importants. Mais sur les 4 points, il y en a 3 qui rejoignent 1. J'en ai déjà parlé. C'est les 3D. Donc les 3D, c'est dominer l'action du round. Dominate, c'est le premier D. Le deuxième D, c'est pendant une certaine durée, donc duration, domination, duration. Et le troisième D, c'est damage. Ici, on l'utilise en impact, c'est dégâts, en fait. Si on veut le faire en français, on a un troisième D également. Donc, domination, durée, dégâts. Les 3 D, si un des deux athlètes à la main obtient ces 3 D, on va dire, donc il domine pendant la durée en provoquant des dégâts, ce sera toujours un 18. Pas d'hésitation. Donc ça, c'est la partie 1. La partie 2, qui est intéressante dans ce paragraphe, c'est qui ont diminué les capacités de l'adversaire. Donc ça veut dire beaucoup quand même. Et ils le décrivent davantage un peu plus tard. Il faut vraiment que le round qui vient de s'écouler a comme conséquence le fait que l'autre ait des capacités diminué par rapport à quand il a commencé le round. Au-delà évidemment de la fatigue générale après 5 minutes de combat. Donc je vais en parler plus tard, je garde ça pour plus tard. Donc ça c'est vraiment 2 points qui sont très importants dans ce paragraphe. Et donc ça c'est il y a plusieurs cas où on donne un 18. Le cas 1, c'est quand un des athlètes a les 3D. Les juges doivent considérer, qui est marqué en grand, considérer d'octroyer un 18 lorsqu'un athlète montre de la dominance, même si aucun impact n'a été réalisé sur l'adversaire. Le MMA est un sport basé sur le côté offensif. On ne récompense pas les manœuvres défensives. Je vais d'abord m'arrêter là, parce que là c'est très important. Il peut arriver qu'un juge donne un 18, même s'il n'y a pas les 3D. C'est ça qu'on essaie qui est expliqué ici. Quand on montre le premier D, la dominance, même s'il n'y a pas le troisième D, dégâts, on peut considérer de donner un 18. Généralement, pourquoi? Parce que le MMA est un sport basé sur le côté offensif. On ne récompense pas les manœuvres défensives. Ce qui veut dire dans Effective Grappling, une défense de takedown, une défense de clé de bras, une défense de soumission, ça va pas peser dans la balance. C'est comme ça que moi je le comprends. Et c'est écrit après, l'utilisation de systèmes défensifs intelligents permettent juste à un athlète de rester dans le combat. Donc en fait, si on défend une amenée au sol, on va pas être récompensé pour la défense. Entre guillemets, les juges considèrent que il a réussi à défendre, ce qui lui permet de rester dans son fighting area qu'il choisit. Donc ça lui permet de rester debout. Et maintenant, c'est à lui à montrer que quand il est debout, il arrive à créer du damage et à être offensif. Donc en fait, ça c'est très important, parce qu'ils auraient pu l'écrire plus tôt pour moi. Un juge doit juger seulement le côté offensif, seulement les attaques qui fonctionnent. Donc ça, je le dis souvent, c'est quelqu'un qui va envoyer 100 coups dans un round et qui va toucher que 2 fois, il aura que 2% de précision. Ouais, je vais prendre 5. Un des athlètes envoie 100 frappes, et l'autre il esquive, mais il se fait quand même toucher 5 fois. La précision, c'est 5%, c'est nul. Et celui qui a fait qu'esquiver, il a envoyé 2 frappes, et il a touché avec les deux. Il a 100% de précision. Celui qui a touché 5 fois, si les frappes sont à dégâts égaux, c'est celui le moins précis qui va gagner, parce qu'il aura touché plus, et on considère que les actions offensives. Je
continue. Donc ici, on est la dominance d'un round peut se voir en striking lorsqu'un adversaire ne fait que défendre, sans réponse, donc sans contre ou sans réaction lorsque une ouverture se présente. Donc s'il y en a un qui est tout le temps en train de défendre et qui n'essaye jamais de contrer et qui n'essaye pas de shooter dans les jambes quand il y a une ouverture, on va considérer ça comme de la dominance de l'autre, parce qu'il a fait qu'attaquer. Même s'il touche pas, même s'il n'y a pas de dégâts, s'il y en a un qui fait qu'attaquer et que l'autre il fait que des trucs défensifs, c'est celui qui attaque qui va être considéré comme en dominance du round. La dominance dans les phases de grappling se voit lorsqu'un athlète prend des positions dominantes et les utilise pour tenter de finaliser le combat à l'aide de soumission ou de frappe. Donc là, la dominance en grappling, ce n'est pas seulement la position, on le rappelle encore une fois, c'est pas seulement la position, c'est aussi ce qu'on fait dans cette position. Ici, petit paragraphe, si un athlète n'a pas attaqué ou n'a presque pas attaqué pendant la totalité du round, cela devrait être normal pour un juge de n'accorder que 8 points à celui-ci. Donc là aussi, c'est pas parce que il y a une vraie dominance ou quoi que ce soit, s'il y en a un qui a été ultra passif pendant le round, le 18 peut être considéré même si son adversaire n'a juste été que actif sans spécialement être efficace. Donc ça c'est un point que je ne savais pas non plus et qui est très intéressant. Les juges doivent considérer le 18 lorsqu'un athlète impacte son adversaire de manière significative, même sans dominer l'action. Le côté effectif du striking ou du grappling qui mène à la diminution de l'énergie de l'adversaire, de sa confiance ou de ses capacités est pris en compte. Un athlète est blessé à cause de strike, montrant un manque de contrôle ou de capacité, peut être perçu comme un moment qui définit le round. Si un juge estime qu'un athlète a pris des dommages significatifs pendant le round, il peut considérer le 18. Donc là, encore une fois, on peut avoir un round serré, debout, et puis s'il y a un gros moment avec un gros knockdown, ça peut peser très très lourd dans la balance et transformer un 19 pour un athlète en 18 pour l'autre, parce que le moment significatif démontre une diminution des capacités de l'adversaire. Et ici, je vais insister, les diminutions des capacités de l'adversaire, ça peut être suite à une action, on voit que le gars soudainement commence à fatiguer, donc diminution de l'énergie. Ça peut être diminution de sa confiance, donc là, l'attitude est très 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 importante. Tout le monde dit, ouais, ceux qui lèvent les bras en fin de round, en fin de combat, ça peut servir. Ça montre qu'on est toujours confiant en ses capacités, qu'on est toujours dans le combat, qu'on est toujours là pour gagner. Même si c'est juste à la fin du round, je pense que les juges le voient et inconsciemment, c'est considéré. Ou des capacités, donc évidemment les capacités, c'est quand quelqu'un est sonné, d'ailleurs ils le disent, hein, montrant un manque de contrôle ou de capacité, voilà, si on a un knockdown ou qu'on a du mal à tenir debout, etc., ça donne une indication évidemment au juge qu'on se dirige potentiellement vers un 18. Ça c'est pour le 18. Après avoir expliqué le 18, il réexplique les 3D, donc impact, dominant, dégâts, dominance, durée. Donc ici, l'impact inclut les dommages visibles, gonflement ou coupure. Ça, je trouve ça un peu nul parce qu'il y a certains gars qui coupent jamais. Anderson Silva, très difficile de le couper. Et puis il y a certaines personnes, ils prennent un jab et ils sont tout gonflés avec des coupures partout. Mais bon, c'est comme ça dans les règles. Et alors après, il rappelle, mais ça j'ai mis entre crochets parce que je l'ai déjà dit dans le paragraphe précédent, il réinsiste dessus, le côté effectif du striking ou du grappling qui mène à la diminution de l'énergie de l'adversaire, de sa confiance ou de ses capacités est pris en compte. Un athlète est blessé à cause de strike, montrant un manque de contrôle ou de capacité peut être perçu comme un moment qui définit le round. Dominance. Alors ici, de nouveau, j'ai mis des crochets parce que ça c'est déjà écrit au-dessus, je vais pas repasser au travers. Par contre, il rajoute une précision. Maintenir une position dominante ne sera pas un facteur primaire pour évaluer la dominance. C'est ce que l'athlète fait de la position qui sera évaluée. Il réinsiste encore une fois dessus. Donc, bloquer quelqu'un à la cage et ne rien faire, et celui qui est bloqué met des petites frappes comme ça, c'est probablement celui qui est bloqué à la cage qui va gagner ce moment du combat, parce que lui met des petites frappes. Même s'il est en position défensive et qu'il arrive à libérer un bras pour frapper, on va considérer que c'est lui qui est en meilleure position, parce que c'est lui qui fait quelque chose d'effectif, en fait. Pareil au sol, encore une fois, maintenir, faire du lay and pray. Si, imaginons, tu prends 2 jabs, tu fais une amenée au sol et tu restes dans la garde et tu fais absolument rien dans la garde, logiquement, je dis juste logiquement sur base de ce que moi je lis et comment moi je l'interprète, c'est celui qui a mis les 2 jabs qui doit gagner le round. Même s'il met 2 jabs en 10 secondes et puis qu'il passe 4 minutes 50 sur son dos, qui bloque l'adversaire et que l'adversaire qui est dans la garde ne fait rien non plus et que l'arbitre ne les relève pas, hypothétiquement, c'est celui qui a mis les 2 jabs qui va gagner parce que il a eu
du effective striking, alors que l'autre qui a complété son amené au sol mais qui n'en a rien fait, c'est pas considéré comme du effective grappling. Ce sera considéré comme même pas de effective aggressiveness, parce qu'aucun des deux ne montre une réelle envie de finaliser le combat, mais ce sera considéré comme du fighting area control, qui ne sera pas pris en considération puisqu'il y a une différence dans le critère 1. Finalement, la durée est définie par le temps qu'un athlète passe à utiliser des attaques effectives, à contrôler et à impacter l'adversaire, pendant que l'adversaire n'offre que très peu, voire pas du tout, d'attaques. Un juge évaluera la durée en estimant le temps pendant lequel un athlète maintient le contrôle total du côté offensif. Cela vaut tant debout que au sol. Donc ici, encore une fois, je vais un peu insister là-dessus. Le MMA ne se juge que par le côté offensif. Donc quelqu'un de fatigué, et il y a beaucoup d'exemples, Robbie Lawler, Khabib, plusieurs fois dans leur carrière, ils ont pris ce qu'on appelle des rounds de repos où ils montrent rien. Et en fait, il y a un risque là, c'est de donner un 10-8 à l'autre, et pas seulement un 19. Donc en se reposant et en faisant rien sur un round complet, même si l'autre ne fait pas grand-chose, mais il montre au moins une certaine activité et un peu de technique effective, c'est fort potentiellement lui qui va prendre le round, mais il y a une grosse chance qu'il prenne le round avec un 18. Donc ça, c'était quelque chose de nouveau. Finalement, pour finir cette vidéo, le 17, qu'on voit très très rarement, arrive lorsqu'un athlète est complètement dépassé par son adversaire en striking effectif et ou en grappling effectif, et lorsqu'un stoppage aurait été justifié aux yeux du juge, évidemment. C'est un score très rare, il faut à la fois une domination écrasante, mais aussi des impacts significatifs qui provoquent le juge à penser que le combat pourrait être arrêté. Donc là, le 17 est extrêmement rare, mais il faut avoir les 3D, et en plus de ça, il faut que le juge sur le côté se dise « à mon avis, si j'étais à la place de l'arbitre, j'aurais arrêté ». Là, on a un 17. Voilà, je pense que tout ça, c'est vraiment ce qu'il y a à noter. C'est sur ça que les juges, a priori, doivent se baser. Maintenant, on aura évidemment plus de précisions mardi lors de mon live avec Shadow Ludo Kang. J'ai hâte vraiment d'avoir cette discussion. On va discuter un peu de tout ça. On va aller probablement beaucoup plus dans le détail, voir peut-être s'il y a certains points qui ont été mal interprétés dans cette vidéo. Mais voilà, donc je rappelle, moi je suis pas juge ni quoi que ce soit. Ça, c'est ce qui est disponible en ligne. Et donc tout le monde peut y avoir accès et interpréter ça à sa manière. Maintenant, comme je l'ai dit beaucoup depuis une semaine, je suis pour la transparence et je trouverais ça super intéressant que les juges fassent plus de podcasts, de vidéos où ils expliquent vraiment comment eux interprètent un round, comment eux interprètent. Il faut de la transparence. Il faut que les arbitres avant un combat viennent toujours voir les combattants en disant voilà les règles, un adversaire au sol c'est considéré seulement si, parce que c'est une règle qui a changé souvent, l'arrière de la tête c'est de là à là, etc. On vient s'assurer que les combattants et les coachs comprennent bien les règles. Par contre, on s'assure jamais. Moi, j'ai jamais eu le cas d'un juge qui vient chez moi avant un combat en disant voilà comment je vais juger le combat. Et je trouve ça super important. Je pense qu'à l'UFC, 50% des combats vont à la décision, même peut-être 40%. 40% des combats vont à la décision. Donc, c'est ultra important qu'un athlète et que les coachs comprennent comment une décision est prise. Et honnêtement, jusqu'à lire ça la semaine passée, je me rends compte que j'avais une idée vague, mais pas très très claire. Et maintenant que j'ai une idée claire, ça change absolument rien à ce que je pense du combat de Donovan. Il a vraiment gagné, encore plus en lisant ça, mais peu importe, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vais le faire en fin de vidéo cette fois-ci. Pour rappel, à partir d'aujourd'hui, à partir de la semaine passée en fait, je suis membre YouTube. J'ai été éligible pour devenir membre YouTube, ce qui veut dire que ceux qui considèrent que mon travail mérite une mini rémunération en plus de ce que YouTube paye, peuvent s'inscrire à ma chaîne et il y a des avantages qui sont liés à ça évidemment. Donc encore une fois, aucune obligation, moi c'est juste disponible là et je sais qu'aux États-Unis ça se fait beaucoup et d'ailleurs merci, il y a déjà 7 personnes qui ont rejoint la chaîne comme ça. Du fond du cœur, merci, ça m'aide énormément, je vais pouvoir acheter du matériel en plus, c'est trop cool. Donc ça c'est la première chose, il suffit d'aller sur, je crois que c'est à côté de s'abonner, en dessous de ma vidéo ici, ça doit être sur la droite de la vidéo, il suffit de cliquer sur rejoindre et puis suivre les démarches et tous les avantages qui sont liés aux 3 types de membership sont expliqués dedans. Deuxième chose,
je remarque qu'en moyenne, il y a 50% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Donc abonnez-vous, likez et surtout commentez. Si vous avez la moindre question qui doit être répondue selon vous pendant le live avec Shadow, posez-la maintenant, ou bien connectez-vous au live et posez-la pendant le live, mais il y a plus de chances qu'on y réponde si elle est en commentaire que pendant le live, parce que le live, on va faire d'abord une partie organique, où on va juste discuter à deux, et puis on va faire une partie où on répondra aux questions selon le temps qu'il nous reste. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. À très bientôt.